Je dirais que c'est plus que l'importance, c'est la base, c'est la clé de n'importe quelle organisation moderne de services de santé. Et en même temps, c'est un des talons d'Achille du réseau de santé au Québec. On dit qu'on a un réseau de santé. On n'a pas un réseau de santé. On a des établissements séparés qui font toutes sortes de choses, qui ont des partenariats, bien sûr, qui travaillent ensemble. Mais pour qu'on ait réellement un réseau local de santé, ça demande une organisation de services complètement différente. Alors, c'est ce qui a été prévu, c'est ce qui a été voulu par le législateur au moment de la dernière réforme qu'on a eue et de la création des CSSS. Donc, on a maintenant des territoires qui sont découpés, qui sont circonscrits, qui sont mieux définis. Et on a au cœur de ces territoires un établissement qui joue le rôle finalement, qui exerce un certain leadership et qui doit jouer le rôle de rassembleur, qui doit mettre les gens autour de la table, non seulement les partenaires du réseau de la santé, mais les partenaires dans tous les autres secteurs. On comprend aujourd'hui que la santé, c'est pas juste d'aller dans un hôpital puis de se faire soigner, ou d'aller voir le médecin puis de se faire soigner. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a des enfants dans les écoles, il y a des enfants dans les garderies, il y a des gens qui travaillent dans toutes sortes de domaines qui peuvent être même nuisibles à leur santé dans certains cas. Donc, l'ensemble des acteurs doivent se concerter pour établir des projets, des initiatives qui vont favoriser la santé et qui vont faire en sorte que le réseau, au sens large, fonctionne mieux. C'est la seule façon de faire fonctionner un réseau de santé dans l'État moderne. Écoutez, on a eu diverses initiatives qui ont bien fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné, et souvent, ça fonctionne bien à partir du moment où, justement, on est capable de s'asseoir ensemble avec divers partenaires et d'aborder des problématiques importantes. Je peux vous donner des exemples. On a eu à Montréal une recherche qui a montré à quel point les enfants, grande proportion d'enfants à Montréal, avaient déjà du retard dès la première année à l'école, ce qu'on appelle le phénomène de la maturité scolaire. Et beaucoup d'enfants, dès la première année, avant même de commencer l'école, ont déjà un retard dans diverses sphères du fonctionnement. Ça veut dire que dès le départ, dès le jour 1, ils sont hypothéqués pour décrocher, pour ne pas finir leur secondaire ou pour avoir de la misère dans toutes sortes de choses. Comment résoudre ce problème-là? Bien, il faut dépister, il faut intervenir précocement avant que l'école commence. Il faut s'organiser si possible pour que, à la ligne de départ, tout le monde ait toutes les habiletés requises. Et ça implique, ça implique le C3S, ça implique les écoles, ça implique les garderies, ça implique les organismes du milieu, ça implique les municipalités, parce que tous les enfants sont partout. Ils ne sont pas juste dans un endroit, ils sont partout. Mais à un moment donné, ils arrivent tous à l'école. Et à ce moment-là, dans une société qui fonctionne bien, dans une société en santé, on pourrait espérer que le minimum, c'est qu'ils soient prêts au moins dans toutes les sphères de la maturité scolaire. Pour faire ça, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'assoie avec tous les partenaires avant, qu'on ait un plan, je ne sais pas moi, un plan de dépistage, un plan de prévention, un plan d'intervention quand on a dépisté quelque chose. Et pour ça, ben, il faut qu'on s'harmonise, il faut qu'on travaille ensemble pour que l'enfant arrive le jour 1 à l'école et qu'il soit prêt. Les urgences, on parle beaucoup des salles d'urgence. Ça fait 30 ans qu'on essaye de résoudre le problème des salles d'urgence. On n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que résoudre le problème des salles d'urgence, c'est un problème de réseau local. C'est pas un problème d'hôpital. C'est ce qui se passe avant l'hôpital, c'est ce qui se passe pendant l'hôpital, c'est ce qui se passe après l'hôpital. Pour résoudre ça, il faut que les gens d'un réseau local s'assoient ensemble et planifient et comprennent bien quel est le cheminement de la personne au travers du réseau, particulièrement au moment où il arrive à l'urgence. C'est pas quand la personne arrive à l'urgence qu'on commence à se demander, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Normalement, cette personne-là doit faire partie d'un corpus, d'un réseau local harmonisé, où les gens travaillent ensemble, où les gens se partagent de l'information et où on est capable de faire en sorte que si la personne doit sortir de l'hôpital rapidement, ben on est capable de le faire parce qu'on sait c'est qui, on sait où il habite, on sait ce qu'il a besoin et ainsi de suite. Ou alors, à l'inverse, de travailler avec les gens de telle sorte que pour beaucoup des besoins qu'ils ont, ben justement, ils n'iront pas à l'urgence parce qu'il y a une prise en charge qui se fait avant. Alors, ça implique les médecins avant, ça implique des gens en soutien à domicile, ça implique des ressources d'hébergement, ça implique évidemment l'hôpital et le C3S. On s'en sort pas. Il n'y a aucune façon de résoudre nos problèmes de santé autrement que par la création d'un réseau local de services qui fonctionne.
Ben, c'est un petit peu, je dirais, le défaut de la qualité de créer un réseau local. Pour créer un réseau local, il faut que des partenaires s'assoient autour de la table. Alors là, ça peut être compliqué. J'ai déjà vécu des situations où juste pour organiser une réunion, ça va prendre 6 mois. Alors, ça, c'est un enjeu. Il y a un enjeu très pragmatique à travailler en réseau local. Il faut trouver des manières de faire qui sont efficaces et qui fonctionnent bien et où on ne perd pas de temps. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On ne peut pas avoir une organisation de service où le C3S euh, euh, est imbu de cette responsabilité de créer un réseau local, mais certains partenaires se comportent comme s'ils n'en avaient jamais entendu parler. Il faut que tout le monde partage la philosophie, partage l'approche, et on ne peut pas négocier ça. Dès le départ, il faut que tout le monde se dise, à partir de maintenant, on travaille en réseau local. Alors, c'est fini le temps où une institution ou un groupe quelconque décide que lui ou elle, ça lui tente de développer tel projet, peu importe les autres. Là, ça fait une approche moche-mollo, on ne sait plus, gomme ballon, on ne sait plus là, qui fait quoi. Là. Et on n'est plus capable de se suivre, on se perd. C'est comme l'informatique. On ne peut pas avoir un système où chacun développe son logiciel, puis après ça, plus personne ne se parle. On n'a pas le choix. Il faut s'asseoir ensemble, il faut qu'on ait le même système ou à tout le moins des systèmes qui se parlent. Alors, c'est la même chose avec les personnes. Donc, tout le monde partage la philosophie, tout le monde partage les valeurs. Et ça, c'est facile à dire, mais je vous jure que même 8 ans après la réforme de la santé et des services sociaux, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler en réseau local de manière claire, nette et précise. Et c'est un problème majeur. C'est un peu comme si la philosophie n'a pas encore été appropriée par divers acteurs. Euh, Ça demande, je pense, aussi une organisation budgétaire qui fonctionne différemment. Je sais que le gouvernement et beaucoup d'endroits sur la planète travaillent activement à revoir les modes de fonctionnement budgétaire, que ce soit les médecins ou les institutions ou une variété de joueurs autour de la table. Mais pour qu'on s'y retrouve, il faut qu'on s'y retrouve au niveau de l'argent. Qui a l'argent et pour faire quoi au juste? Et tant qu'on n'aura pas un budget qui se calque sur justement un mode de fonctionnement en réseau local, ben, on va avoir de la difficulté. Présentement, on a un mode budgétaire qui est par établissement. On a des objectifs qui sont par établissement. On a des individus, par exemple les médecins, qui ont leur propre fonctionnement budgétaire, puis qui fonctionnent sur une autre façon. Alors, tant qu'on n'a pas un minimum, je dirais, on ne peut pas être utopique, mais au moins un minimum de cohérence sur la façon dont la budgétisation se fait, est-ce qu'elle colle réellement à la philosophie d'un réseau local, on va avoir de la difficulté à l'organiser. Donc, au niveau organisationnel, il y a des choses précises qu'il faut regarder. Il ne faut pas être utopique, il faut être vraiment pragmatique et il faut le faire de manière bien planifiée, je dirais. Mais comme je disais tantôt, on ne pourra pas le faire si tout le monde n'adhère pas à la philosophie. Finalement, je pense qu'il faut arrêter de réinventer la roue. Malgré tout ce que j'ai dit, qui peut sembler peut-être un peu négatif parfois, il y a énormément d'initiatives fantastiques qui se passent au Québec. Ça pullule, il y en a partout, partout, partout. Il faut trouver des moyens encore plus efficaces pour les partager et pour se les approprier, pour les mettre en pratique dans divers secteurs. Et là aussi, on a un travail à faire. Appelons ça un travail de communication, appelons ça un travail de transfert des connaissances. Je crois que l'Observatoire des réseaux locaux, évidemment, joue ce rôle-là en grande partie. Mais il faut aller voir sur l'Observatoire, il faut voir les choses qui sont là, il faut partager avec des gens, il faut se les approprier. Il ne suffit pas de les mettre sur le site, il faut vraiment les faire mûrir et les faire partager par tous. Mais je pense quand même que on peut aller de l'avant si on partage mieux les expériences enrichissantes et qu'on évite de réinventer la roue à chaque fois. Je dirais qu'il y a des facteurs humains et il y a des facteurs organisationnels. Les facteurs humains, c'est que ben, chaque institution veut sa place au soleil, veut bien paraître, veut faire des choses elle-même. Je suis directeur général, j'ai un conseil d'administration.
Mon conseil d'administration s'attend de moi qu'à ce que je crée, que je fasse des choses et puis que mon organisation se passe bien. C'est normal, c'est tout à fait humain. Puis moi aussi, je veux m'assurer que je fais des choses qui sont reconnues, puis que, etc. Alors je pense que c'est humain et c'est la même chose pour tout le monde. On n'a pas un conseil d'administration d'un réseau local, par exemple. Peut-être que ça serait une bonne idée d'avoir ça à un moment donné. Évidemment, on le fait un peu quand on a fusionné un certain nombre d'établissements, et là, on crée un conseil d'administration d'un réseau local. Mais c'est plus complexe dans une organisation comme une grande ville, et j'y reviendrai tantôt. Mais quoi qu'il en soit, c'est un des enjeux. L'autre chose, au point de vue organisationnel, je pense qu'il faut le dire, qu'on n'a pas encore tous les outils dont on a besoin pour mettre en place un réseau local de services. Certains sont complexes à mettre en place, si on pense à l'informatique ou si on pense à une gestion plus intégrée là, du suivi de la clientèle. Ça demeure complexe. C'est en train de se faire, je pense. Ça va dans le bon, mais ça va prendre du temps. Mais il y a des choses simples qu'on aurait pu faire et que malheureusement on n'a pas encore fait pour toutes sortes de petits bugs organisationnels moi, que je suis directeur d'un C3S, normalement j'ai un réseau local, j'ai pas accès aux ententes de gestion là, des collègues autour de moi. Même, on m'a jamais demandé mon opinion par rapport à ça. J'ai pas vraiment d'input sur la distribution budgétaire à l'intérieur du réseau local. Même si, selon la loi, le C3S est responsable de l'organisation locale. C'est encore l'agence qui distribue l'argent comme une machine distributrice à chacun dans une formule dyadique. Je donne tant d'argent à l'établissement me fait une reddition de compte. Je donne tant d'argent à l'établissement. Alors, au niveau organisationnel, c'est pas propice à créer un réseau local, cette affaire-là. Ça serait mieux si on recevait, par exemple, quand on a la chance d'avoir un peu de développement, si on recevait un budget pour le réseau local avec le message « Voici autant d'argent, organisez-vous pour améliorer les services dans votre réseau local sous le leadership du C3S, mais bien entendu avec l'ensemble des partenaires, ça deviendrait plus intéressant. » On l'a fait un peu dans le cadre de la réforme en santé mentale. Dans notre C3S, ça a bien réussi ce projet-là. Mais c'est inégal. Dans certains C3S, ça a bien réussi. Dans d'autres, ça réussit moins bien. Encore là, ça dépend des joueurs en place. S'ils sont vraiment willing pour travailler ensemble. Et en tout cas, il y avait plusieurs facteurs très personnels au réseau local. Alors, dans un réseau, tel aspect fonctionne bien. Dans un autre réseau, tel aspect fonctionne bien. On se rend compte que ça dépend plus des joueurs en place que de la formule organisationnelle. Ça ne devrait pas vraiment être le cas. La formule organisationnelle devrait être la même pour tous. Et il devrait y avoir des outils pour supporter ça. Je crois qu'on aurait pu faire mieux de ce côté-là dans les 8 dernières années. Puis, en même temps, je sais qu'on est en train de développer des choses, de meilleurs outils pour améliorer finalement l'ensemble de la cohésion d'un réseau local. Mais c'est beaucoup moins facile qu'on aurait pu le penser il y a 8 ans. Je pense que par définition, dans un milieu urbain, c'est plus dense. D'autres diront dans un milieu non urbain, c'est plus étalé. Alors, chaque enjeu a ses difficultés. Mais c'est clair que dans un milieu urbain, il y a une densité de population et aussi une densité de problématiques. Euh, dans mon C3S, c'est assez clair. Dans le même réseau local, en tout cas dans la même géographie, on a les gens les plus riches au Québec, au un niveau socio-économique le plus haut au Québec. Et quelquefois, mais littéralement, la rue d'à côté, on a les gens qui ont le plus bas niveau socio-économique au Québec. Alors, faire une analyse de besoins du réseau local, ça pose certains défis parce que là, les gens ont vraiment des besoins différents et ainsi de suite. On veut créer un réseau local sur un mode géographique, mais vous savez qu'à Montréal, au 1er juillet, là, tout le monde joue à la chaise musicale. Alors, créer un réseau local quand tout le monde fait le grand zap au 1er juillet, ça pose des défis aussi. Alors, c'est le propre d'une grande ville. Les gens bougent, les gens déménagent, les gens arrivent, les gens s'en vont. À Montréal, il y a à peu près 300 000 personnes qui arrivent à Montréal à chaque jour pour travailler et qui sortent de Montréal à chaque jour. Ça, c'est plus que l'ensemble de certaines régions du Québec, là, qui rentrent et qui sortent de Montréal. Il faut gérer ça. C'est-tu nos clients, c'est pas nos clients, et ainsi de suite. Évidemment, il y a la question de la densité et de la diversité
culturelle, la diversité ethnique de Montréal, qui se traduit par une multitude de langues parlées, une multitude de problématiques reliées à l'immigration, une multitude de cultures et de religions variées, qui font en sorte que, là aussi, il y a un ajustement important à faire pour s'assurer que ces gens-là aient aussi accès aux services et qu'on soit en mesure de leur donner le service auquel ils ont besoin, dont ils ont besoin. Alors, de façon générale, je dirais que la densité dans tous ces facteurs est une caractéristique d'une grande ville. Pour créer un réseau local, la complexité est très grande. Très souvent, je dis, nous, on n'a pas des réseaux locaux, on a plus un spaghetti local. Il y a beaucoup de gens, ça pullule, il y a beaucoup d'initiatives brillantes, mais c'est pas la question, mais d'assurer une cohérence, une fluidité au niveau de la clientèle, ben ça, avec tous les quelques exemples que je vous ai mentionnés, ça devient extrêmement difficile. Sans compter que si on se situe par rapport à un travail de première ligne, il faut bien comprendre que dans une ville comme Montréal, les gens ne reçoivent pas leurs services de première ligne nécessairement à côté de l'endroit où ils habitent. Dans le territoire du C3-de-la-Montagne, on a énormément de médecins de famille. Si vous vous promenez là, sur Côte-des-Neiges et ainsi de suite, vous allez voir, il y a plein de cliniques médicales. La grande majorité des patients qui vont dans ces cliniques médicales n'habitent pas dans le C3S de la montagne. Ils habitent dans d'autres territoires. Et en fait, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les gens qui habitent au C3S de la montagne sont parmi ceux qui ont le moins accès à un médecin de famille à Montréal. Alors c'est étrange parce que d'un côté, il y a le plus de ressources. Je pense qu'il y a presque, je ne sais pas moi, 30 ou 25 ou 30% des médecins du Québec sont dans le territoire de C3S de la montagne. Il y a vraiment beaucoup de médecins dans le territoire, mais la population n'y a pas accès. Parce que dans une ville, ça se mélange, les gens bougent. Alors organiser un réseau local de première ligne cohérent là-dedans, c'est vraiment complexe. Si, par exemple, on s'attaque au problème des urgences puis qu'on veut aider les gens des urgences, c'est pas nécessairement les clients qui habitent à de la montagne qui sont dans cette urgence-là. Bon, dans d'autres régions du Québec, c'est beaucoup plus circonscrit, c'est beaucoup plus intéressant pour l'organisation d'un réseau local. Finalement, je dirais que les problèmes sociaux d'une grande ville ont aussi une espèce de cote exponentielle qui fait que on ne peut pas comparer les enjeux avec d'autres régions. Je ne dis pas que les autres régions n'ont pas leurs propres enjeux, mais on va retrouver en général les problèmes sociaux de toutes sortes beaucoup plus denses, encore une fois, dans une grande ville. Et ça résulte dans des problèmes de criminalité plus grands, ça résulte dans des problèmes de logement plus grands et de pauvreté vécue intensément dans certaines familles ici même à Montréal. Alors, ça demande pour les gens qui travaillent dans ce réseau-là ça crée des difficultés majeures pour organiser des services qui vont répondre aux besoins de certaines personnes quand ça dépasse vraiment un niveau, par exemple, de pauvreté ou d'insalubrité extrême. Alors, ça devient vraiment complexe à ce moment-là. J'espère que si nos outils s'améliorent, ça va faciliter la tâche grandement. Personnellement, j'ai toujours pensé que pour travailler en réseau local, c'est un peu comme travailler en équipe. Puis une équipe, c'est un chef, puis des gens autour. C'est pas mal ça la définition d'une équipe depuis Aristote. Ça n'a pas bougé beaucoup. Alors, sur papier, je trouve que la réforme de la santé et des services sociaux qui a été mise de l'avant il y a 8 ans est très bien. Je vois pas qu'il y ait lieu d'ajouter énormément de choses. Je ne ferai certainement pas un changement de structure ou d'inventer d'autres lois ou d'autres règlements, ça c'est certain. Mais je pense qu'il faut faire ce qui est écrit. Dans un réseau local, il y a un pilote, ça devrait être le C3S. Il va falloir donner les moyens au C3S d'agir comme pilote. Et ça peut vouloir dire que les agences et le ministère se reculent un petit peu, fassent un petit pas par en arrière et laissent le réseau local
sous le leadership de C3S, faire son travail comme c'est prévu par la loi. Je pense que pour organiser un réseau local qui fonctionne, ça prend un certain nombre d'investissements. On ne peut pas créer quelque chose en se disant, ben, on va simplement réutiliser les argents de manière différente. Je pense que il faut investir et récupérer après. Ça va être très difficile, et on le voit présentement, c'est très difficile de récupérer avant, puis ensuite en se disant, on va organiser le réseau local pour avoir le même service qu'on avait maintenant qu'on a moins d'argent. Je peux comprendre qu'un point de vue financier, on n'a peut-être pas le choix de le faire de cette façon, mais en travaillant de cette façon-là, on cherche le trouble, c'est clair. On cherche vraiment le trouble. C'est pas comme ça. Une business qui veut créer quelque chose, elle n'a pas le choix, elle investit et ensuite elle récupère. Puis eux autres, comme ils veulent faire de l'argent, c'est sûr qu'ils veulent récupérer. C'est ça le but. Alors, c'est clair. Mais c'est clair aussi qu'on investit. Nous, en santé, on a cette problématique-là d'investir. C'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on ne récupère jamais après. Mais c'est pourtant la seule chose à faire si on veut réellement créer un réseau local. Donc, je pense que tout groupe ou tout organisme qui veut s'asseoir ensemble ou un groupe de partenaires qui veulent s'asseoir ensemble pour créer quelque chose vont avoir besoin, au départ, d'un input de ressources. C'est mon opinion. Ça va être très difficile, pas pour des Picadilly, mais quand on veut réellement créer un réseau local, il faut investir. On a besoin d'aide, on a des fois besoin de consultants, on a besoin de gens qui vont être engagés, ne serait-ce que de manière temporaire, pour faire les liens entre les personnes. On implante des choses, on a besoin de les suivre, on a besoin de réunir tout le monde, parce que si on ne suit pas les choses, ben, elles ont tendance à se défaire aussi vite qu'on a pu les créer. Alors, c'est un ingrédient essentiel. Et je pense que oui, si on avait une approche où on disait on va implanter des choses, on va investir, mais dans 5 ans, on coupe. Dans 5 ans, oui, là, on sort les budgets. Parce qu'on a investi, mais il faut récupérer à un moment donné. Si on parle strictement, je pense que ça se fait. Je pense que c'est possible de travailler comme ça, à condition que ça soit clair dès le départ et qu'on ait des investissements dès le départ pour créer des nouvelles façons de faire. Et ensuite, améliorer les façons de faire, puis récupérer aussi au niveau financier. C'est les choses qui me viennent à l'esprit. Je pense que les agences et le ministère devraient communiquer mieux et plus cette vision-là du réseau local. Je pense que ça s'est fait beaucoup dans les premières années de la réforme de la santé et des services sociaux. Il y avait beaucoup d'initiatives, de colloques, d'intensité à créer ces choses-là. Je pense que malheureusement, ça s'est perdu un peu dans les dernières années. Mais il faudrait relire la réforme. Elle est bien écrite, elle est bien faite. Il faudrait la relire, là, puis il faudrait l'appliquer comme elle est écrite. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce que pouvaient faire ou ce que faisaient avant les CLSC. C'est évident que on s'est imbibé assez vite de cette responsabilité populationnelle dans le sens de dire notre job, c'est pas juste d'offrir des services à notre clientèle, mais c'est vraiment de travailler avec les partenaires pour qu'ensemble on puisse. Et comme je disais, on a eu des réussites dans des domaines assez précis. On a focusé beaucoup au niveau de l'enfance. Donc, les services à l'enfance, santé mentale à l'enfance, DITED, donc autisme et ainsi de suite. C'est des endroits où on a eu pas mal de succès au niveau du réseau local. Donc, dès le départ, d'asseoir les gens autour de la table, et c'est là qu'on a vu, dans certains endroits, c'était facile, dans d'autres, c'était difficile. On a eu des partenaires qui ont refusé de s'asseoir avec nous. Tout simplement. Voulez-vous vous asseoir avec nous pour planifier des choses? Non, nous, on ne fait pas ça. Alors, on se demandait s'ils avaient lu la même loi que nous, là, mais visiblement, ça les touchait moins. Et d'autres, dès le départ, ça a été extrêmement facile. Donc, l'approche a été vraiment de travailler avec le réseau local. On a aussi travaillé beaucoup avec les gestionnaires de l'établissement. Le rôle du gestionnaire a changé. Sortir de l'établissement, aller parler aux organismes communautaires, travailler avec les organismes communautaires. C'était pas quelque chose que les cadres faisaient. Beaucoup de nos cadres ne connaissaient pas bien le milieu communautaire.
c'était réservé à un autre groupe d'individus. On a dit non. C'est aussi important pour le cadre d'avoir des liens avec l'hôpital que d'avoir des liens avec l'organisme ou avec la municipalité. C'est le même job, c'est pas différent. Il faut changer notre manière de faire. Alors, on a changé notre manière de faire à ce niveau-là et ça donne des résultats assez intéressants, je dirais, après 3-4 ans. Et on a donné beaucoup de formations sur l'approche populationnelle et justement l'idée là, que tout le monde pouvait sortir de l'établissement puis il fallait s'imprégner du réseau local. On a même organisé des visites du réseau local pour nos nouveaux employés avec des minibus pour qu'ils aillent voir ce qui se passe dans tous les recoins, pour comprendre un petit peu la dynamique. On l'a fait avec nos conseils d'administration aussi, là, une petite journée de voyage en autobus pour aller visiter les différents recoins du territoire et ainsi de suite. Alors, toute l'approche puis la philosophie sous-jacente a été, je pense, assez bien imprégnée, de sorte que quand ça ne se passe pas de cette façon-là, maintenant, ben, on vit une petite frustration, justement, parce que là, on s'attend à travailler plus en réseau local et quand on se ramène à des choses, dans le fond, très... ou des ententes de gestion, finalement, qui ne font que regarder le nombre d'interventions qu'on fait ou le nombre de clients qu'on voit dans nos services, on a l'impression qu'on se ramène à où on était il y a 8 ans. Ça nous irrite un petit peu. Parce que le travail n'est pas que ça. Le travail est vraiment de cultiver, de développer le réseau local. Et je reviens à ça, on devrait avoir des ententes de gestion et des indicateurs qui touchent le réseau local et non pas la quantité de têtes de pipe qu'on voit à l'heure là, dans chaque... on a besoin de ça, là, mais ça, c'est une affaire. Mais l'autre devrait être beaucoup plus présente aussi.